Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue pour cette deuxième saison de Captain No Code découvre FileMaker. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter cet outil no code, low code qui nous permet de développer des applications assez poussées. Et puis, aujourd'hui, j'ai comme invité Yann qui va pouvoir se présenter, qui d'ailleurs Yann nous avait été venu à la conférence francophone Rendez-vous FM à Reims et il nous avait fait euh, quelques topos sur l'intelligence artificielle et pour cette première émission de l'année, j'ai voulu bien sûr l'inviter, surtout que cet été on a eu des nouveautés. Du coup, Yann, présente-toi, quel est un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais, et tout et tout. Vas-y. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, c'est Yann Trochesec. Actuellement, je suis donc développeur chez One More Thing Bien. et donc développeur FileMaker. Alors pour me présenter un petit peu mon parcours, alors comme beaucoup de développeurs FileMaker, c'est un parcours un peu atypique. J'ai pas du tout commencé avec du développement. J'ai commencé en tant que d'abord technicien agréé Apple pour réparer donc tous les produits Apple. Et puis après, donc j'ai évolué vers en fait responsable des centres de service Apple. Ok. Voilà, je gérais 5 centres de service, puis donc de l'ouverture, la gestion. C'est pendant cette période-là où j'ai commencé à vouloir chercher un outil pour optimiser en fait un petit peu tout notre Le flux, process. Ouais. voilà, tout le process. Et donc, je me suis rendu compte que FileMaker était extrêmement puissant là-dessus, à la fois pour prototyper vite et pour faire des solutions professionnelles, quoi, vraiment fonctionnelles et qui nous font gagner du temps. Donc vraiment, j'avais cherché pas mal d'outils, j'avais essayé beaucoup d'outils et FileMaker, en fait, cochait un peu toutes les cases de tous les points que je recherchais pour faire une solution métier. Et donc, c'est là où je me suis formé, j'ai commencé à développer et donc une solution complète qui est servie pendant des années dans les centres de service. Ouais. Et puis, jusqu'à en faire mon métier à temps À plein complet. temps maintenant. Voilà, à plein temps même. Ouais. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler pour ceux qui ne le savent pas, mais FileMaker et Clarisse, hein, plus exactement, est une filiale d'Apple. Mmh. Et ce qui aussi est un avantage parce que ça nous offre aussi une proximité et par exemple le fait que FileMaker soit disponible comme une application sur iPhone et sur iPad avec FileMaker Go et du coup sa solution on peut rapidement la déployer en mobilité et de manière assez efficiente, il faut le reconnaître. Du coup, dans effectivement ton boulot un peu de développeur, pour pourquoi tu es venu un peu à l'intelligence artificielle? Parce que finalement, c'est relativement récent qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'approche de l'IA? Bon, c'est vrai que maintenant l'IA, elle est partout, hein, on en entend beaucoup parler, donc je m'étais déjà intéressé beaucoup à l'IA avant qu'elle soit un peu annoncée dans FileMaker. Mais c'est vrai que dans FileMaker, on se rend vite compte qu'elle peut apporter énormément, quoi. Donc, puisque dans FileMaker, on va avoir toutes les données et au-delà d'une IA, de manière générale qui répond à nos questions, on peut vraiment l'intégrer avec l'analyse des données, vraiment les données qu'on a en local. Et puis, donc voilà, là-dessus, je me suis dit: «Bon, ben, on avait beaucoup de demandes aussi, qui étaient proches de l'IA, qu'on aurait pu faire avec l'IA il y a pas mal de temps Oui. et qu'on a fait avec d'autres choses, hein, qu'on arrivait toujours à se débrouiller. Mais là, c'est là où on se dit: "Bon, bah, l'IA peut vraiment, avoir une plus-value, au-delà voilà, de la génération de texte standard", heu, surtout quand elle est intégrée dans des outils, Et d'entreprise. ça, c'est vrai que par rapport à beaucoup d'outils no code,
ils se sont concentrés non pas l'IA pour faire des interfaces, etc., ou de la data, mais véritablement de pouvoir créer à l'intérieur de FileMaker directement les données. Tu nous en parleras un peu plus en détail dans la partie rencontre. Bon, on va en profiter pour avancer et puis dérouler un peu notre émission aujourd'hui. Bon, juste un petit rappel pour les nouveaux qui nous rejoignent pour cette deuxième année, hein, en septembre, il y a toujours des bonnes volontés là-dessus. Bonjour Sordaro. Et donc voilà, c'est quoi FileMaker à quoi ça sert? Souvent, je dis que FileMaker, c'est un peu un Airtable sous stéroïdes, parce que Airtable, c'est un outil qui est très pratique pour stocker des données, du texte, des calculs, etc. Mais dès qu'on veut déployer, dès qu'on veut avoir plusieurs utilisateurs simultanés et surtout une volumétrie de données, on trouve régulièrement des limites. Et puis, FileMaker, c'est une plateforme qui s'appelle Clarisse et sur lequel on a Clarisse FileMaker qui nous offre toute la partie base de données, interface, workflow, etc. Un deuxième produit qui s'appelle Connect, qui serait un équivalent d'un Zapier ou d'un MEC et qui offre la simplification des connexions vers d'autres outils, d'autres API. Et puis enfin, on a le petit dernier, Clarisse Studio, qui est un outil pour générer des formulaires, etc., etc. Voilà un petit peu la mécanique générale que nous offre FileMaker. Alors, on va parler aujourd'hui un petit peu de l'actualité. Et puis, dans cette actualité, qu'est-ce que l'on va retrouver? Premièrement, première annonce pour ceux qui sont les aficionados de FileMaker. Cette année, la conférence francophone des développeurs FileMaker aura lieu du 23 au 25 avril 2026. Cette année, on sera à Aix-en-Provence on commence à organiser les premiers éléments. Et ce qui est sûr, c'est qu'on aura une journée dédiée à la formation et puis 2 jours de conférences avec des ateliers, des topos, des conférences avec des sujets un peu plus ardus, etc. Voilà. Donc déjà réservez la date et ça sera au Renaissance d'Aix-en-Provence. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver l'hôtel. On aura d'ailleurs des tarifs spécifiques là-dessus. Autre élément, au mois de novembre, il y a Engage You, un rendez-vous incontournable en Europe. Et cette année, donc c'est du 9 au 11 novembre à Anvers, en Belgique. Et cette année, on a des grosses pointures qui sont venues, qui viennent directement à Engage You. On a notamment Todd Geis, qui est un gourou de FileMaker et qui, depuis des années, présente des fonctionnalités avancées. On a aussi Wim Dekorts de Soliant. Soliant étant aussi une grosse entreprise qui fait des développements aux États-Unis. Vincenzo, qui était déjà venu au rendez-vous FM, qui est notamment avec Biwax, l'éditeur de Inspector Pro, qui est un outil d'analyse des solutions FileMaker et d'aide au débugage et au suivi de ces développements. On a aussi Jesse Barnum de 360works qui nous offre des solutions et des plugins avancés de FileMaker depuis des années. Yoris aussi de ClickWorks.
qui lui propose aussi des solutions de développement FileMaker, et aussi Clarisse, qui viendra présenter un petit peu les nouveautés. Donc voilà, cette session, en tout cas, s'annonce avec un programme un peu top niveau. Et donc, si vous voulez approfondir les fonctionnalités de FileMaker, c'est l'occasion d'aller quelques jours à Anvers. Et voilà. Et bon, cette conférence s'adresse plutôt à des développeurs qu'à des débutants, mais c'est toujours intéressant là-dessus. Autre élément, et si vous êtes plutôt italien, eh bien, du 8 au 10 octobre, on a FM Italia, qui est même une FileMaker Week, une semaine, finalement du 6 au 11 octobre, si vous le souhaitez, avec une conférence italienne et une conférence internationale sur 2 jours, où il va y avoir différents speakers qui vont venir présenter des sujets avancés. Et l'idée, c'est de pouvoir, comme l'affiche proposée, naviguer dans les complexités de FileMaker et de voir comment on peut se débrouiller. Voilà. Voilà un petit peu pour l'actualité du monde FileMaker. Et puis, aujourd'hui, le petit topo que je vous propose de travailler, de découvrir avec vous, c'est de réfléchir à comment utiliser des variables quand on va développer une solution FileMaker. Alors, les développeurs chevronnés diront « Oh, c'est la base d'utiliser des variables », mais quand on est débutant, quand on arrive sur une nouvelle plateforme de no-code, la notion de variable est quelque chose qui peut être quelque chose de difficile à comprendre et de difficile à bien interpréter. Et donc, quelque part, qu'est-ce que c'est qu'une variable ? Une variable, pour moi, je l'identifie à un post-it, d'accord ? C'est-à-dire un endroit où on va stocker de l'information de manière temporaire. Et puis, une fois que j'en ai plus besoin, le post-it, je vais aller le jeter. Voilà. La variable, ça sert à ça. Ça sert à stocker de l'information, que ça soit pendant un script, que ça soit dans son interface, et ça crée quelque chose qui va être dynamique. Et donc, pourquoi j'aurais un intérêt à utiliser des variables ? Tout simplement pour éviter de créer des rubriques dans des tables, parce que le fait de mettre des variables va me permettre de pouvoir avoir de l'information toujours disponible dans la mémoire de mon application, de la plateforme que j'utilise, et je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Ensuite, c'est utile quand on veut passer des valeurs entre des scripts, par exemple. Donc, quand je vais terminer un script, je vais peut-être, ou quand je suis dans un contexte de script spécifique, je vais mettre une variable et je vais pouvoir savoir la fiche sur laquelle j'étais, le modèle sur lequel j'étais, et de pouvoir ensuite revenir une fois que j'ai terminé mon script. Voilà, un exemple d'utilisation. Ensuite, les variables, on va l'utiliser aussi en termes de performance, puisque comme je l'expliquais, les variables sont gardées dans la mémoire vive de l'application, donc c'est directement disponible. Donc on n'utilise pas de connexion réseau, on n'utilise pas de stockage sur le disque dur de son device, que ce soit son ordi, son iPad ou son iPhone, et du coup l'information elle est tout de suite disponible. Et donc c'est notamment une fonctionnalité assez précise et assez pratique, par exemple si on veut faire de l'affichage multilingue, et donc si on veut pouvoir créer son interface, on va dans son interface FileMaker
mettre des variables globales qu'on va voir ce que c'est et automatiquement, ça ne me coûte pas des ressources, quand j'en ai besoin. Et puis, aussi, ça va me permettre, dans mes travaux, dans mes éléments, de pouvoir, faire des tris, de pouvoir mettre des messages de manière, totalement dynamique et ça, c'est plutôt assez pratique. Alors, qu'est-ce qui existe comme type de variable? Alors, pour ceux qui font du développement classique, on va retrouver une terminologie, qu'on connaît. Le premier, c'est ce qu'on appelle une variable locale, OK? Et la variable locale, elle va être déclarée avec un dollar, dollar et puis on va lui donner un nom et puis on va lui mettre une valeur ou on va lui mettre un ensemble d'éléments directement dedans. Il faut savoir qu'une variable locale, elle ne va s'exécuter qu'au moment d'un script, d'accord? Donc quand je vais déclencher une action, automatiquement, je peux déclarer ma variable au départ et puis la faire évoluer. Par exemple, quand j'ai besoin de faire un traitement, par exemple, une boucle pour, avoir différentes conditions et puis, je veux pouvoir comptabiliser pour m'arrêter, par exemple, à la 10e fiche. Eh bien, je vais, créer une petite variable qui va s'incrémenter de boucle en boucle et je vais, faire, on va le voir tout à l'heure, un truc qui s'appelle, une boucle, qui va faire, +1, +2, +3, +4, +5, +6 et s'arrêter à 10 puisque je vais le mettre directement. Et une fois que mon script est terminé et ma variable ou les éléments que j'ai mis dans ma variable vont s'effacer instantanément. OK? Donc ça peut être, effectivement, très pratique. Il faut quand même que je pense, si j'ai besoin de récupérer l'information, transmettre les informations de ma variable, par exemple à la fin de mon script. Deuxième type de variable, c'est ce qu'on appelle les variables globales et donc la variable globale, elle va se déclarer avec un double dollar, 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 et l'avantage de cette globale, c'est qu'elle va être présente sur tout son fichier. Alors attention, je parle bien d'un fichier, mais si vous avez par exemple, des habitudes d'avoir des fichiers avec des logiques métiers spécifiques, eh bien, la variable ne sera pas présente dans les autres fichiers, même si pour l'utilisateur, l'interface, lui, il a l'impression que c'est la même chose, mais non. Donc là, attention, la variable globale, elle est uniquement valable et présente dans le fichier qui est actif. Ensuite, il existe aussi quand on a une fonctionnalité de calcul, qui s'appelle, définir, variable, ou définir et à l'intérieur de cette fonction définir qui utilise le moteur de calcul de FileMaker, on a la possibilité de pouvoir définir en début de traitement des variables et ensuite de pouvoir, par exemple, afficher des conditions, afficher, des cas. Si, j'ai ça, alors je vois ça. Si j'ai ça, alors je fais ci. Si j'ai ça, je définis, tel élément. Et donc ça, cette variable, elle va s'exécuter directement dans le moteur de calcul de FileMaker. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est une variable, même si elle est dans le moteur de calcul de FileMaker, elle est donc toujours disponible et du coup, ça permet aussi de gagner du temps sur l'évaluation d'une information, dans son développement. Et puis, il y a un troisième élément, qui est là, une relique un peu préhistorique de FileMaker, qui est, ce qu'on appelle la rubrique globale. Et la rubrique globale, c'est tout simplement au sein d'une table donnée, donc dans une table où je mets des informations, par exemple ma table entreprise, je vais pouvoir ajouter une rubrique globale et quand je mets une information dans la rubrique globale, eh bien, cette rubrique va être la même sur tous les enregistrements de ma base de données. Et ça, cette fonctionnalité, elle peut être très utile pour, par exemple,
tout simplement créer un lien particulier pour lier deux tables entre elles. Et donc, si on a besoin de pouvoir avoir quelque chose de fluide, un truc tout bête, par exemple, je veux voir dans mon interface mes contacts qui vont être actifs et inactifs, et ben, je vais pouvoir stocker ça dans une rubrique globale et je vais dire, si c'est actif, je vais mettre 1 et du coup, je ne vais voir que les contacts actifs. Si en revanche, je mets le chiffre 0, je ne vais voir que les contacts qui sont inactifs. Voilà. Et donc, quelque part, ça sert à faire des liaisons qui seraient peut-être parfois plus complexes à gérer ou à filtrer dans FileMaker directement. Alors, rapidement, une petite démo simplement pour vous montrer les éléments un peu théoriques que je vous ai présentés. Et donc, on va prendre notre fichier d'exercice qu'on utilise à intervalles réguliers, qui est tout simplement le fichier. Alors, du coup, je vais arrêter mon partage. Hop. Et je vais profiter pour arrêter l'écran et je vais partager l'ensemble de mon écran. Hop, tout mon écran. Hop. Et crac. Et voilà, vous le voyez. Et du coup, on va ouvrir notre fichier. Non, du coup. Hop. Voilà, le fichier syndicat. Voilà. Et donc, si vous vous souvenez, on avait au départ fait un mode avec un listing. On était parti d'un fichier Excel. On avait donc l'ensemble de nos données. Et puis, on a derrière la possibilité de pouvoir passer en mode fiche. Et puis, on a différents adhérents. Et donc, par exemple, ici, on voit qu'on a des contacts. Et si je vais sur ma partie FileMaker, ici, vous voyez que j'ai ma partie de mes contacts, OK? Où je peux voir différents types d'informations. Donc, imaginons que, pour reprendre mon exemple de fichier global, j'ai ma table contact, et puis là, je vais créer un champ qui est actif pour mettre les contacts qui sont actifs directement. Et puis, et par défaut, je vais dire que quand je crée un nouveau contact, il est obligatoirement actif. Voilà. J'en profite ici pour aller sur ma partie contact. Et puis, je vais, comme je viens d'ajouter une nouvelle petite fiche, hop, vous voyez, je vais pouvoir définir tous mes contacts qui, eux, sont actifs. OK? Et du coup, dans ma fiche adhérent, comme vous le voyez, ici, j'ai mes deux contacts, Chantal et Éric Ledoux. Bon, on est content. Mais l'idée, c'est que il y a peut-être des contacts. Ici, je vais agrandir mes éléments. Et on a des contacts qui sont actifs. Hop, vous voyez. Donc, toujours avec FileMaker, cette facilité de pouvoir assez facilement créer son interface. Je dis que je veux visualiser un booléen, et donc il est soit actif, soit inactif.
actif. Voilà. Et donc, du coup, là, on voit que j'ai mes 2 contacts qui sont inactifs et mettons que Chantal Guérin, disparaisse et là, j'ai un contact inactif et un contact actif. Et ce que j'aimerais, c'est de n'afficher que mes contacts actifs, OK? Et donc, pour reprendre, l'exemple que je prenais tout à l'heure, et dans ma fiche entreprise, je vais créer un truc qui s'appelle global lien actif et ici, je vais, la définir, je vais la créer et je vais ici mettre comme option le fait que ça soit une rubrique globale, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que, dès que je vais pouvoir mettre une information et je vais avoir toujours, la bonne information et là, vous voyez, je vais rajouter à ma table contact un lien pour aller chercher les entreprises les contacts qui sont actifs et je fais OK et ici, vous voyez que, pour l'instant, je n'ai aucun, contact sur, l'escalade et vous voyez que là, je vais mettre une rubrique globale, hein, que je vais mettre en affichage et je vais mettre un petit 1 et instantanément, vous voyez qu'il m'affiche les données. Mais si je change de structure et là, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous voyez, que la rubrique, elle est toujours A1, donc elle est toujours active. Donc voilà, ça c'était le principe de pouvoir stocker de manière temporaire sur tous mes enregistrements, une rubrique, globale. Ensuite, la deuxième élément, c'est que quand on va, exécuter un script, par exemple, l'idée c'est d'aller faire un petit script et par exemple, vérifier, le nom, on va vérifier un certain nombre d'informations directement. Donc là, par exemple, je vais mettre un petit script pour, faire un script de vérification. Voilà et l'idée, c'est, par exemple, d'aller, vérifier, pour chaque entreprise, le nombre de, contacts, que j'ai, par exemple, OK? Donc, par exemple, je vais, je vais définir ma variable et là, je vais en mettre une locale qui va s'appeler ID, structure, donc de la structure et vous voyez qu'ici, je vais le mettre l'ID du syndicat. Je vais l'appeler d'ailleurs ID syndicat. Syndicat, OK et là, automatiquement, une fois que j'ai fait ça, hop, je vais pouvoir, mettre, une boucle, hop. Voilà et je définis mon syndicat. Ensuite, je vais aller à mon modèle, donc activer modèle qui est, le modèle avec, mes contacts, voilà et puis, je vais exécuter une recherche, mode recherche, sans pause. Je vais définir ma rubrique dans mon, contact, hein, ici l'ID syndicat et je vais passer automatiquement ma variable ID syndicat. Voilà. J'exécute ensuite ma recherche. OK et puis, du coup, je vais avoir un résultat et là, hop, je vais juste rajouter la gestion de mes erreurs pour faire ça propre et donc là, je vais exécuter ma recherche et donc j'ai 2 possibilités. Si ma dernière erreur obtenir dernière erreur, je trouve rien
Voilà. Sinon, ce que je veux, c'est de définir donc une nouvelle variable, c'est-à-dire le nombre de collaborateurs. Variable donc nombre collaborateurs. Et pour cela, je vais aller tout simplement obtenir résultat trouvé. Voilà. Oh, mince. Voilà. Et donc voilà, par exemple, je vais, par exemple, je vais pouvoir faire un décompte du nombre résultat trouvé. Voilà. Obtenir enregistrement trouvé. Voilà. Et donc, du coup, une fois que j'ai fait ça, hop, je vais pouvoir activer mon modèle d'origine. Hop. Et là, il m'a trouvé à chaque fois 0 collaborateur. Voilà. Et quand je suis sur mon modèle, j'active et puis par exemple, je vais définir une rubrique qui va me permettre de pouvoir calculer le nombre de personnes. Du coup, je ne l'ai pas mis. Hop. Syndicat, je ne l'ai pas mis, mais on va aller tout de suite en créer une petite. Hop, je mets ça là. Et hop, j'en profite pour aller créer dans mon fichier syndicat nombre collaborateurs. Voilà, et je dis que c'est du nombre. Voilà, et je vais ici mettre nombre de collaborateurs. Voilà. Et du coup, je vais faire un petit élément où je vais tout simplement définir à partir de ma variable nombre collaborateurs. La variable, c'est le nombre de collabs, tout l'important, voilà. Donc là-dessus, voilà, hop, j'ai ma variable nombre de collaborateurs qui, voilà. Et puis après, je passe à l'enregistrement suivant. Voilà, afficher l'enregistrement suivant. Et puis, je fais un script après dernière. Pour dire, une fois que j'ai terminé ma liste, ça fonctionne. OK ? Et l'idée, c'est que, vous voyez, on va faire le système. Je vais mettre mon outil de script debugger et puis regarder ce qui se passe. Donc, vérification. Donc, hop. Donc, je lance mon script. Je regarde ici que j'ai stocké mon ID syndicat directement dedans. Vous voyez ? Je change de modèle, je fais une recherche, j'exécute ma recherche. Il a vu que j'avais un résultat. Du coup, je vois que j'ai une rubrique nombre de collaborateurs qui est 2. J'arrive sur mon modèle et je vais coller le nombre de collaborateurs. Puis après, je fais la même chose avec mon deuxième syndicat. Là, vous voyez que j'ai rien trouvé. J'active mon modèle et je vais mettre 0 collaborateur. Et ainsi de suite. OK ? Et si j'exécute mon script jusqu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mes variables nombre de collaborateurs et
l'ID syndicat vont disparaître à la fin de l'exécution de mon script. Voilà. Vous voyez, j'ai plus aucun script en cours et mes variables ont été détruites. À l'inverse, si je veux ponctuellement, par exemple, garder le nom d'une fédération pour l'afficher, pour mettre un message, etc., et ben, vous voyez, je vais aller ici créer un nouveau script pour faire variable globale. OK. Et par exemple, ici, dans la variable globale, je vais créer une nouvelle variable que je vais faire $$ nom syndicat. Et là, je vais aller récupérer le nom de mon syndicat directement. OK. Bon. Et puis, bah, accessoirement, je vais mettre une boîte de dialogue. D'accord. Afficher boîte de dialogue personnalisée. Alerte. Mon syndicat actif est, et voilà. Et là, hop, hop, et là, je vais pouvoir mettre $, non syndicat. Hop. Hop. Non syndicat, non syndicat. Donc, par exemple, ici, bah, vous voyez que si j'affiche mon visualisateur de données, hop, d'un côté, je vais aller exécuter la définition de ma variable globale. Hop, définir le nom de ma variable globale. J'exécute ici, ouvrir ma boîte de dialogue personnalisée, Fédération nationale de spéléologie. Je fais OK. Vous voyez que ma variable, elle est toujours disponible et j'ai même la possibilité de même l'afficher un petit peu partout dans mes interfaces, où est-ce que je veux, etc. Voilà, pour aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer un petit peu les principes des variables que l'on peut mettre dans ses fichiers FileMaker. Et du coup, on va aborder maintenant la partie qui nous intéresse un peu plus, c'est qu'on va réinviter notre ami Yann directement. Pour aujourd'hui me présenter le partage d'écran. Partager l'écran avec la fenêtre, celle-ci, voilà. Et donc, pour nous parler un petit peu de comment fonctionne un peu FileMaker avec l'intelligence artificielle, on voit qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées depuis le début de l'émission. Yann, est-ce que tu peux te représenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Etc. On veut tout savoir. Allez, alors, donc rebonjour à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc moi, je m'appelle Yann et donc je suis développeur chez One More Thing, donc développeur FileMaker chez One More Thing. Et donc, One More Thing, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est une entreprise qui fait du développement FileMaker et en fait qui fait du développement sur mesure. Donc, l'idée chez One More Thing, c'est on accompagne les clients dans la conception de leur solution FileMaker, on les aide. Si c'est des solutions déjà commencées, on aide sur des points précis. Donc, on va comprendre leurs besoins, traduire ça en fonctionnalités concrètes, et puis des fois, on peut aller assez loin dans la technique. Donc voilà, et puis on fait aussi pas mal de R&D autour de ces intégrations. Et là, en ce moment, effectivement, beaucoup de le sujet, l'IA. effectivement, Voilà. c'est l'IA. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a un peu amené
à, à parler, enfin voilà, à rechercher des informations, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est brûlant. Et pourquoi tu avais cette appétence autour de l'intelligence artificielle? Bah, c'est vrai on voit toutes les possibilités, que peut nous apporter l'intelligence artificielle. De par le passé, on a fait beaucoup d'intégrations qui a été compliqué, qui a été voilà, techniquement compliqué. Et on s'est rendu compte que voilà, avec l'intelligence artificielle, on pouvait vraiment faciliter cette intégration. Et d'ailleurs, la faciliter, mais surtout la pousser à un autre niveau encore. Donc toute cette partie-là nous a fait vraiment prendre conscience que l'IA était très importante. Donc au Oui, début, on l'avait intégrée de façon externe. Et là, depuis que l'on peut le faire avec directement intégré dans FileMaker, là, c'est encore un autre niveau. On peut vraiment l'intégrer dans FileMaker. Donc, bah, voilà, automatiquement, on s'y est intéressé instantanément dès qu'elle ouais, a été disponible, hein. dès ce qui a été disponible, ok. Et c'est vrai que bah, là, la version 2025 qui est sortie en début de l'été bah, nous offre dans FileMaker des fonctionnalités qui sont avancées. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes qui étaient un peu les Ouais. éléments intéressants de cette version 25? Alors il y en a beaucoup, hein, c'est Ouais, vraiment, on est parti les 2 pieds dans le plat, hein, dans cette version. Avant, on avait la partie recherche sémantique, hein, qui déjà apportait vraiment une belle ouverture sur l'IA. Et là, ouais, maintenant, on a vraiment donc la partie conversationnelle, donc vraiment l'intégration directement dans FileMaker. Donc, on n'a plus besoin de passer par des API, par des choses, c'est directement intégré dans les fonctions de FileMaker. Donc notamment pour faire de l'IA générative, hein, donc avec la conversation, avec du résumé de texte. Et puis là, donc ça c'est une partie. On a une autre partie qui est intégrer l'IA au niveau du serveur. Donc là, c'est génial avec des IA en local. ouais. Donc on peut vraiment facilement installer des IA en local, trouver des Et ça, modèles. c'est vrai que concernant la sécurité, il y a beaucoup de solutions qui proposent d'aller se connecter avec son API ChatGPT, de pouvoir utiliser Gemini, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les données de l'entreprise, elles partent vers ces IA génératives, vers ces API, et du coup, ensuite, bah, nos informations, elles partent littéralement, même si il y a sur certains plans, et il faut faire très attention, des garde-fous, et bien souvent, là, je pars à l'extérieur et je ne sais pas ce qui se passe. Mm. Là, l'idée, c'est de pouvoir intégrer et installer directement sur son infrastructure, sur ses serveurs, une intelligence artificielle qui va, en fonction de ses spécificités, bah, répondre à des besoins précis. Il y en a qui sont meilleurs sur du traitement d'image, d'autres sur l'analyse de texte, sur le résumé. Et du coup, je vais pouvoir traiter localement les éléments. Ça, c'est quand même très fort. Oui, c'est ça, surtout que l'installation est très simple, elle va être encore plus simplifiée. Heu et puis, heu et puis voilà, on n'a plus, parce qu'il y a aussi le terme coût, hein, qui peut être très important, la façon dont FileMaker a intégré l'IA, c'est vraiment au niveau des données. On n'est pas sur l'interface avec de l'aide aux développeurs, mais là, on est à l'aide à l'utilisateur. Oui. Donc nous, en tant que développeurs, on travaille sur les données et c'est vrai que des données, on peut en avoir énormément. Et donc là, l'idée d'avoir quelque chose en local permet aussi de contrôler le coût, la sécurité et puis d'optimiser aussi, hein, les modèles, d'optimiser certains modèles qui pourraient pas être publics et où on pourrait les intégrer. Et là, vraiment, on a une panel avec le RAG, avec tout plein de choses qui sont des trucs, des spécificités de l'IA. Et là, on l'a dans FileMaker et ça, c'est Oui. vraiment Alors, extraordinaire. est-ce que tu peux nous simplifier ce que c'est que le RAG? Bah, le RAG, en fait, pour simplifier, c'est quand vous parlez avec ChatGPT, par exemple, vous parlez avec des données qui ont été extraites du web, hein, de plusieurs sources. Et là, le RAG, ça va permettre donc de demander
à ChatGPT ou à n'importe quelle IA, de travailler avec uniquement un jeu de données que vous lui fournissez. Donc, ça veut dire que c'est très, très, très optimisé avec vos données. Donc, en fait, ça travaille qu'avec vos données et ça ne va pas aller chercher des réponses ailleurs. Et Oui. donc là, pour une base de données, un système de tickets clients ou autre chose, ben là, c'est génial. Ouais. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de clients qui ont commencé à mettre en œuvre, alors ils l'ont peut-être pas mis tous en production, Mmh. mais qui commencent à mettre en place des modules d'intelligence artificielle dans leur développement? Oui, alors, on Pour a nous donner le l'eau à la bouche, voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut alors, faire? il y a beaucoup, beaucoup de demandes et d'utilisations différentes. Mais par Ouais, exemple, si on part du plus simple, c'est par exemple le résumé automatique de compte rendu, de texte, de la recherche dans des documents PDF. Par exemple, on a une entreprise qui fait du recrutement, qui travaille dans le recrutement et qui va avoir une grosse base de données de CV et qui va pouvoir, en fait, juste avec une recherche en langage naturel, trouver les bons CV pertinents. Voilà, donc ça, c'est un gain de temps énorme pour cette entreprise. On ouais. a un autre Par client. par exemple, pour illustrer, bah, sur toute cette base de CV, je veux savoir, les personnes qui ont mis dans leur CV qui connaissaient FileMaker. Bah, Oui, avant, ça allait être très compliqué pour aller analyser, tout le contenu de ces CV parce que mm, c'est un peu mis en vrac. Bah, là, oui, je vais pouvoir poser la question directement, quelles sont les personnes qui connaissent, FileMaker et qui utilisent FileMaker? Et automatiquement, il va me ressortir les bons CV. exactement. Avant, on passait par de l'OCR, et puis il fallait des termes exacts. Il fallait, là, par exemple, on peut très bien dire tous ceux qui font, qui vont avoir Clarisse. Par exemple, on cherche Clarisse, et ben, c'est Oui, pas du tout FileMaker, c'est pas indiqué sur le CV, mais on va le ressortir parce que le mot est proche. Et voilà. Donc, effectivement, ou quelqu'un qui connaît du no-code, et ben, FileMaker va aussi remonter. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose de naturel, de pas tout à fait exact. Et donc, quand on travaille avec des bases de données et avec des utilisateurs qui veulent faire des recherches sur ces données, eh ben là, ça change tout, puisque avant, il fallait qu'on soit très précis, voire essayer de imposer à l'utilisateur certaines précisions dans les recherches. Là, on casse ce fonctionnement qu'on avait avant et les recherches sont plus puissantes. cool. Donc D'autres voilà, exemples là-dessus? d'autres exemples. Ben, un autre exemple, toujours pareil dans la recherche, c'est une galerie d'art, par exemple, qui a pas mal d'œuvres et qui pourrait vouloir juste toutes les œuvres en bleu, par exemple, avec des tons bleus, qui va pouvoir ressortir en fait de sa base de données toutes les œuvres. Donc là, c'est de l'analyse d'image avec les tons bleus. On a un autre projet, pareil sur les images, c'est de la reconnaissance donc, de visage, hein, avec une Ouais. base de données pour des entrées-sorties, hein, voilà, une gestion d'entrée-sortie. Et puis, voilà, après, on a plein d'autres choses, hein, comme des transporteurs pour en fait trouver le meilleur itinéraire. Alors, c'est pas forcément comme on le pensait, comme on le faisait à l'époque. Là, c'est encore plus poussé, c'est-à-dire qu'en plus du meilleur itinéraire, il y a une façon le temps. Donc, suivant le temps, suivant les allées, suivant les pays de communication, ce transporteur va optimiser ses coûts par rapport en fait à 15 années de transport où il aura noté en fait tous les différents coûts et en fait l'IA va pouvoir lui permettre de sortir le meilleur itinéraire, le moins coûteux par rapport à tous les transports, tous les devis qui ont été faits par rapport à tout ça. Donc là, voilà, ça aide Oui. énormément. Et ça, c'est souvent et ça, c'est intéressant l'exemple que tu donnes parce qu'on se retrouve souvent dans l'entreprise, à avoir beaucoup de données, d'informations, de l'historique de l'entreprise, du SAV, des traitements qu'ils ont faits et cetera, des voyages, du coût de chacun des voyages et cetera et de la rentabilité et on stocke ça et souvent, c'est très difficile, sauf d'avoir une équipe dédiée en business intelligence, comme on dit, qui va travailler des tableaux d'analyse, faire du reporting, etc. Et là, l'avantage, c'est que
on peut utiliser la connaissance de l'entreprise, le savoir-faire de l'entreprise, et on peut du coup faire de l'optimisation avec les meilleures pratiques que l'entreprise a utilisées depuis 20 ans, par exemple. Oui. Et c'est vrai que c'est là où c'est très, très, enfin, l'approche de FileMaker pour cette intégration-là et je trouve, hyper intéressante là-dessus. C'est que vraiment on a souvent, donc dans tous nos clients, hein, des bases de données énormes et donc pouvoir traiter ces données-là et en sortir quelque chose, c'est Mmh. vraiment le bon chemin. Et du coup, pour parler un peu technique, donc on a des données et ces données, il faut les convertir dans ce qu'on appelle la vectorisation, hein, donc un format qui va être utilisable par les différentes intelligences artificielles. Toi, cette vectorisation, tu conseilles de le traiter comment dans FileMaker? De le stocker directement dans une rubrique? Qu'est-ce que tu nous Ouais. conseilles? Oui, en fait, donc cette vectorisation, pour après faire de la recherche sémantique, ça va être, alors c'est stocké, hein, de base dans FileMaker, donc c'est un champ un peu spécifique, hein, ce qu'on appelle dans FileMaker, c'est le champ container, hein, normalement on peut mettre des fichiers, mais finalement c'est un petit fichier qui contient la vectorisation des données et donc voilà, il faut rendre ce champ, en interne, hein, d'ailleurs, puisqu'il conseille FileMaker conseille de le stocker en interne, et puis voilà, donc ça là-dessus, et c'est très performant et il n'y a pas besoin d'un gros modèle pour gérer ça. Pour gérer ça. Et ça, c'est Ouais. vrai que c'est quand même un élément intéressant, la recommandation, parce que au départ, on aurait pu la stocker dans une rubrique texte, mais du coup, ça va grossir la volumétrie, alors qu'en la stockant directement en tant qu'un fichier Mmh. vectoriel, ça va pas alourdir l'étendre de requêtes et l'indexage de la base de données de FileMaker. Exactement, voilà, et les performances sont vraiment, très, très bonnes par Ouais. rapport à du texte, hein. Ah, c'est le but, et toujours avec ses propres données. Ça, c'est une exclusivité. Il y a très peu d'outils, no code qui proposent, d'avoir sa propre intelligence artificielle, en tout cas ses propres traitements, et de le garder en local, de le garder pour soi, Mmh. sur son infrastructure. Ça, c'est un élément, concret. Ouais. Qu'est-ce qui est finalement le plus demandé, par les clients? C'est du résumé, c'est de l'extraction de données, c'est de la classification, c'est quoi? Oui, alors il y a vraiment de tout, mais c'est souvent, voilà, du résumé automatique, Ouais, aussi de la correction, hein, parce qu'on est beaucoup sur, on envoie un mail, on va corriger ce mail et donc là, que ce soit directement intégré dans la solution plutôt que de faire des allers-retours avec ChatGPT ou autre chose. ouais, Là, on l'a directement intégré. On peut même le cacher complètement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment cacher toute cette fonctionnalité en donnant des instructions à l'IA que l'utilisateur, lui, ne va pas voir, n'aura pas à donner. Donc ça, vraiment, c'est une plus-value aussi, puisque le développeur derrière qui va développer la source va pouvoir donner des instructions à l'IA sans que l'utilisateur n'ait besoin de le faire. Donc ça permet de contrôler pas mal de ouais. choses. On a les extractions d'infos, hein, comme là, pour ABC Invoice, là, pour la facture électronique, on est en train de créer de notre côté. Là, on va avoir vraiment extraire donc, toutes les données d'une facture scannée avec l'IA pour pouvoir créer une facture électronique derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en ce moment. Après, c'est pareil, la génération de description par rapport à une photo, par exemple. On a certains métiers qui vont prendre beaucoup de photos et qui, normalement, notent à quoi représente la photo. Et là, on va pouvoir générer le texte directement. On a le classement de certains, par exemple, on parlait de tickets support, hein, tout à l'heure, mais faire un classement automatique, voire même une pré-réponse automatique par rapport à l'historique. Voilà, il y a pas mal en fait, c'est assez varié et c'est ça qui est très intéressant là dans l'IA et de la façon dont FileMaker l'a intégré. C'est vraiment, on peut partir sur des images, du texte et puis vraiment proposer pas mal de choses. Donc, on nous demande beaucoup de choses très différentes, mais voilà, toutes très intéressantes.
Alors, c'est quoi l'effet un peu waouh que sur un de tes projets ou que tu as développé là-dessus? Alors l'effet waouh, alors c'est, beaucoup sur l'utilisation après. Alors il y a pas Ouais, d'effet, c'est assez, on n'est pas sur de l'interface où on va avoir, par contre l'effet waouh, ça va être sur le long terme où on ouais, a un vrai gain de temps. Le gain de temps est énorme, hein, par rapport à suivant les métiers, suivant les choses. On parlait du CV là, tout à l'heure avec la recherche. Ça, le gain de temps est vraiment énorme par rapport avant où quelqu'un saisissait, lisait le CV, saisissait et puis, donc oui. là, cette partie-là, elle peut être dédiée à autre chose, et donc cette Oui, partie-là, il y a pour peut-être expliquer, c'est qu'avant, la méthode traditionnelle, c'est que je recevais l'information et puis j'allais mettre des catégories ouais, manuellement là-dessus. Et là, exactement. ce qui peut se passer, c'est que je mets mon CV et automatiquement, eh ben, il va trouver les éléments et mettre déjà mes catégories, voire même après, ce que tu disais, je fais ma recherche directement. Voilà, et l'effet waouh, c'est, je fais une recherche en langage naturel et ça trouve les données et ça, c'est plus l'effet waouh, c'est: «Ah bah oui, il l'a trouvé», alors que pour le coup, même en lisant la fiche, moi, je l'aurais pas trouvé moi-même, quoi, et c'est ça qui est hyper intéressant dans l'utilisation. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles? On voudrait tester un peu, FileMaker et l'IA. Ce serait quoi un peu les conseils de débutants que tu pourrais nous donner? Bah, après, le conseil de débutant, c'est de prendre un petit cas d'usage, hein, c'est toujours pareil, on commence par un petit cas d'usage et puis après, dans FileMaker, c'est utiliser peut-être déjà des services, accessibles sans parler d'installer ses propres modèles, mais par exemple, OpenAI, Mmh. Cohere, Mistral, bon, il y a le choix et du coup, on peut, faire un process tout simple. Là, par exemple, tout à l'heure, tu as présenté les variables. On peut faire en quelques pas de script, résumer un texte. Par exemple, vous allez, sélectionner un texte, résumer un texte et ça, c'est en trois pas de script, même pas. On le fait donc c'est vraiment, et puis la documentation est très bien faite au niveau de FileMaker là-dessus et puis, voilà, il y a pas mal de petites vidéos aussi qui commencent Oui, à être diffusées et donc c'est très simple, hein, il y a vraiment pas besoin de grosses configurations, juste un fichier, FileMaker, avoir FileMaker installé sur sa machine et on peut avec les API, commencer à jouer avec et puis avoir des résultats immédiats, hein. ouais, et ça, voilà, et donc l'idée, c'est qu'on commence par, simple. Alors et là, oui, ce que tu as évoqué, mais par exemple avec la 25, il y a par exemple le fait de pouvoir maintenant extraire le texte depuis un PDF. Mmh. Et donc, on a un container, on met le PDF dans le container et du coup, on peut récupérer, l'intégralité du texte. Bon, c'était aussi un peu demandé, par rapport à ce process, mais voilà, et ça, c'est natif et c'est très simple à Mmh. mettre en compte, ouais. Heu, à l'inverse, quelles sont les erreurs que je devrais pas faire? Alors les erreurs vont venir plutôt sur les gros projets, hein. Par exemple, Ouais, si on veut tout automatiser d'un coup, tout passer par, l'IA, ça ne marchera pas. Il faut quand même avoir une logique derrière. Il faut pas négliger la qualité du prompt aussi, hein. C'est vraiment ce que l'on demande à l'IA. Ça il faut travailler dessus, hein. C'est pas magique, c'est magique dans bien des cas, mais si on veut que ce soit de la vraie magie constante, il faut pas négliger cette partie-là avec des instructions sur le prompt. Hem et puis, voilà, faire attention aux données qu'on envoie, hein, toujours pareil, on parlait de sécurité, mais faire attention de ne pas tout envoyer. Les données confidentielles, les anonymiser pour être, tranquille. Faire attention aux coûts, hein, puisque encore une fois, l'IA, c'est ça peut aller payant très par vite. les coûts, hein, ce qu'on appelle les tokens. Donc, les tokens, c'est, des petites parties de mots, donc, ça peut aller très vite. Donc envoyer trop de données, travailler avec trop de données, c'est aussi une erreur. Voilà, il faut, un juste milieu. Il faut quand même avoir une logique de sélection de ce que l'on veut travailler avec l'IA. C'est un peu le côté où on va dire: «Bon, bah, on met toute la base de données, dans l'IA et puis on va faire du RAG dessus» et non, après ça va être, soit très coûteux, soit pas optimisé.
Donc, c'est les erreurs qu'on peut faire au début. Ok. Côté un peu popote, comme tu nous l'as dit, avec FileMaker Server, on peut installer ses propres LLM, donc ses propres intelligences artificielles, pour faire simple pour nos auditeurs. Quels sont les LLM que tu nous conseillerais? Parce que l'avantage, c'est qu'on utilise, enfin FileMaker utilise Hugging Face pour aller télécharger, récupérer les différents éléments. Et en fonction de l'usage, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Une liste, une shortlist Alors, bon, après, il y a par exemple les classiques, hein, Ouais. donc ChatGPT, Claude, Cohere, qui vont être très bien, qui vont être polyvalents, qui vont être parfaits pour résumer des textes, faire de la conversation aussi. Donc ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui proposent. Donc ça va être des modèles payants. Et ensuite, après, donc, tu le disais, il y a Hugging Face qui va pouvoir, avec Hugging Face, c'est une base de données de plusieurs modèles disponibles, et chaque modèle a un peu sa spécificité. Donc, en fait, je ne peux pas vraiment conseiller de liste, mais par exemple, il y a Yamaha, il y a Mistral aussi qui peut être mis en local. Et donc là, ça va être vraiment pour des besoins de la confidentialité des données. On va maîtriser donc là le coût aussi également, et donc la sécurité et la confidentialité. Et donc sur Hugging Face, vous allez avoir aussi des modèles spécialisés, donc juridiques, médicales. Donc pour les cas métiers qui l'exigent, en fait, on va avoir des modèles qui vont être très spécifiques. Donc, il faut se balader, c'est un peu une recherche, et puis il faut sélectionner. Ça va être tellement différent selon les métiers. Voilà. Mais les génériques, voilà. Oui, c'est sûr que les génériques sont d'ailleurs plus proches de l'expérience qu'on a au quotidien Oui. là-dessus, et comme tu l'as dit, sur le générique, on va aller spécialiser avec nos données à nous uniquement. Et du coup, on va vraiment gagner en efficacité. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt très bien. Pour terminer un petit peu, toi, en tant que développeur, qu'est-ce que tu verrais à 2-3 ans sur FileMaker? Comment tu verrais, toi, les choses? Alors, bon, je pense qu'on ira vers des applications beaucoup plus assistées, hein, vraiment. Ça, là-dessus, j'en suis persuadé. Côté développeur, on va avoir beaucoup d'aide au niveau de développeurs. Hein, ça, je pense que de toute façon, c'est dans la roadmap de Clarisse. Hein, c'est vraiment aider maintenant le développeur à concevoir des interfaces beaucoup plus rapidement. Et je pense que les solutions qu'on va développer n'auront plus besoin d'avoir 15 écrans pour faire une action. On posera une question, et puis l'IA ira chercher, analyser, et donnera la réponse. Et puis, je pense qu'aussi, dans quelques années, on aura aussi plus de modèles donc locaux qu'on puisse mettre localement, et donc des solutions IA plus sécurisées et personnalisées. Oui, parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est un sujet pour beaucoup d'entreprises de garder de la donnée en interne. Parce que on a des exemples qu'on entend à la radio ou à la télé régulièrement, que tel bout de code, tel contrat, on l'a retrouvé dans les données d'apprentissage, et dommage. Exactement. Là-dessus, c'est vrai qu'on a un devoir de faire attention à ça. Oui, et donc important de vraiment faire très attention. Et donc toi, voilà, ta vision, c'est de dire que quelque part, on va pouvoir interagir avec sa machine en lui posant des questions de manière naturelle. Et il ira quelque part exécuter les différents scripts. C'est un peu l'idéal. Oui, c'est ça. C'est plus de la saisie comme on le fait maintenant, où on va saisir manuellement, où on va naviguer manuellement. Là, on pourra vraiment. Voilà, c'est ma vision Le de naviguer l'IA. à la voix. À la voix, voilà. Voilà, au doigt et à l'œil maintenant. À la voix et à l'œil.
Bon, bah, en tout cas, merci en tout cas Yann. Est-ce qu'il y a des réseaux où on peut te retrouver, où on peut te poser des questions? Alors, pas vraiment. Un peu hors réseau. Non, mais voilà, on peut retrouver mon email yann@onemoresing.com. Là, voilà, c'est mon email où je peux répondre Voilà, facilement. aux Donc, questions qui peuvent être posées et des gens qui veulent aller un peu plus loin et qui se posent plein de questions sur comment mettre en place bah, l'intelligence artificielle dans son, bah, dans son organisation, tout simplement. Hein. Et ça, oui, voilà, il y a ça. c'est un élément qui est important. Bon, bah voilà. Merci en tout cas pour bah, ta participation Mais de rien. aujourd'hui. J'espère que bah, tout le monde a pris bonne note. On se retrouve, nous, bah, dans un mois. Et bah, tu nous as parlé d'ABC Invoice. Et normalement, Fabrice viendra nous présenter bah, la solution de facturation électronique. Parce que bah, techniquement, pour la Belgique, c'est janvier 2026. Et pour nous, Français, c'est très, très, très proche, puisque ça sera dans un an, c'est-à-dire septembre 2026. Il faudra qu'en entreprise, la facturation électronique soit mise en place. Donc, donc pas mal de Ouais, boulot par rapport à ça. c'est sûr. Merci en tout cas de ta participation. J'espère Merci à toi que pour l'invitation. ben oui. Et puis bah, on se revoit donc comment s'appelle deuxième semaine du mois d'octobre. Et puis en attendant, il y aura le replay sur la chaîne de No Code France, sur la playlist de Captain No Code. Merci beaucoup. Et puis bah, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Ciao, ciao. Hop.